Chapitre 16. Le secret de Thénardier. Ce même jour, ou pour mieux dire ce même soir, comme Marius sortait de table et venait de se retirer dans son cabinet, ayant un dossier à étudier, Basque lui avait remis une lettre en disant « La personne qui a écrit la lettre est dans l'antichambre ». Marius la prit, elle sentait le tabac. Rien n'éveille un souvenir comme une odeur. Marius reconnut ce tabac. Il regarda la suscription. « Ah, monsieur le baron Pontmercy, en son hôtel ». Le tabac reconnu lui fit reconnaître l'écriture. On pourrait dire que l'étonnement a des éclairs. Marius fut comme illuminé d'un de ces éclairs-là. Il décacheta avidement la lettre et il lut. « Monsieur le baron, si l'être suprême m'en avait donné les talents, j'aurais pu être le baron Thénard, membre de l'Institut, Académie des sciences, mais je ne le suis pas. Je porte seulement le même nom que lui, heureux si ce souvenir me recommande à l'excellence de vos bontés. Le bienfait dont vous m'honorez sera réciproque. Je suis en possession d'un secret concernant un individu. Cet individu vous concerne. Je tiens le secret à votre disposition, désirant avoir l'honneur de vous être utile. Je vous donnerai le moyen simple de chasser de votre honorable famille cet individu qui n'y a pas droit. Madame la baronne étant de haute naissance. Le sanctuaire de la vertu ne pourrait cohabiter plus longtemps avec le crime sans abdiquer. J'attends dans l'antichambre les ordres de monsieur le baron, avec respect. » La lettre était signée Thénard. Cette signature n'était pas fausse, elle était seulement un peu abrégée. L'émotion de Marius fut profonde. Après le mouvement de surprise, il eut un mouvement de bonheur. Qu'il trouva maintenant l'autre homme qu'il cherchait, celui qui l'avait sauvé, lui, Marius, et il n'aurait plus rien à souhaiter. Il ouvrit un tiroir de son secrétaire, y prit quelques billets de banque, les mit dans sa poche, referma le secrétaire et sonna. Basque entrebâilla la porte. « Faites entrer, » dit Marius. Basque annonça « Monsieur Thénard ». Un homme entra. Nouvelle surprise pour Marius. L'homme qui entra lui était parfaitement inconnu. Le désappointement de Marius en voyant entrer un homme autre que celui qui l'attendait tourna en disgrâce pour le nouveau venu. Il l'examina des pieds à la tête, pendant que le personnage s'inclinait démesurément, et lui demanda d'un ton bref « Que voulez-vous » L'homme répondit avec un rictus aimable, dont le sourire caressant d'un crocodile donnerait quelque idée. « Voici, monsieur le baron. Je suis un ancien diplomate fatigué. La vieille civilisation m'a mis sur les dents. Je veux essayer des sauvages. »« En quoi cela me regarde-t-il » demanda Marius. L'inconnu tendit le cou hors de sa cravate, geste propre au vautour, et répliqua avec un redoublement de sourire. « Est-ce que monsieur le baron n'a pas lu ma lettre » Cela était à peu près vrai. Le fait est que le contenu de l'épître avait glissé sur Marius. Il avait vu l'écriture plus qu'il n'avait lu la lettre. Il s'en souvenait à peine. Depuis un moment, un nouvel éveil venait de lui être donné. Il attachait sur l'inconnu un œil pénétrant. Un juge d'instruction n'eût pas mieux regardé. Il le guettait presque. Il se borna à lui répondre. « Précisez » L'inconnu inséra ses deux mains dans ses deux goussets, releva sa tête sans redresser son épine dorsale, mais en scrutant de son côté Marius, avec le regard vert de ses lunettes. « Soit, monsieur le baron, je précise. J'ai un secret à vendre. »« Un secret ?»« Je commence gratis, » dit l'inconnu. « Vous allez voir que je suis intéressant. Parlez. »« Monsieur le baron, vous avez chez vous un voleur et un assassin. Cet homme s'est glissé dans votre confiance et presque dans votre famille sous un faux nom. Je vais vous dire son vrai nom. » Marius tressaillit. « J'écoute. »« Il s'appelle Jean Valjean. »« Je le sais. Je vais vous dire également pour rien qui il est. Dites. »« C'est un ancien forçat. » Marius le regarda fixement. « Je sais votre secret extraordinaire, de même que je savais le nom de Jean Valjean, de même que je sais votre nom. Mon nom ? Ce n'est pas difficile, monsieur le baron. J'ai l'honneur de vous écrire et de vous le dire. Thénard. Dier. Hein ? Thénardier. Qui ça ? Dans le danger, le porc-épic se hérisse, le scarabée fait le mort, la vieille garde se forme en carré. Cet homme se mit à rire. Puis il épousseta d'une chiquenaude un grain de poussière sur la manche de son habit. Marius continua. « Vous êtes aussi l'ouvrier Jondrette, et vous avez tenu une gargote à Montfermeil. »« Une gargote ? Jamais !»« Et je vous dis que vous êtes Thénardier, et que vous êtes un gueux. Tenez. » Et Marius, tirant de sa poche un billet de banque, le lui jeta à la face. « Merci, pardon, 500 francs !»«
Monsieur le baron !» Et l'homme, bouleversé, saluant, saisissant le billet, l'examina. « 500 francs !» reprit-il ébahi. Et il bégaya à demi-voix. « Un Fabio sérieux ?» Et puis, brusquement, « Eh bien soit, s'écria-t-il, mettons-nous à notre aise. » Et avec une prestesse de singe, jetant ses cheveux en arrière, arrachant ses lunettes, il ôta son visage comme on ôte un chapeau. « Monsieur le baron est infaillible, » dit-il d'une voix nette et d'où avait disparu tout nasillement. « Je suis Thénardier. » Et il redressa son dos voûté. Thénardier, car c'était bien lui, était étrangement surpris. Il eût été troublé s'il avait pu l'être. Il était venu apporter de l'étonnement, et c'était lui qui en recevait. Cette humiliation lui était payée 500 francs, et à tout prendre il l'acceptait. Mais il n'en était pas moins abasourdi. Marius rompit le silence. « Thénardier, je vous ai dit votre nom, à présent votre secret, ce que vous veniez m'apprendre. Voulez-vous que je vous le dise? J'ai mes informations aussi, moi. Vous allez voir que j'en sais plus long que vous. Jean Valjean, comme vous l'avez dit, est un assassin et un voleur. Un voleur parce qu'il a volé un riche manufacturier dont il a causé la ruine, M. Madeleine. Un assassin parce qu'il a assassiné l'agent de police Javert. Monsieur le baron, nous faisons fausse route. Quoi? Répartit Marius. Contestez-vous cela? Ce sont des faits? Ce sont des chimères. La confiance dont monsieur le baron m'honore me fait un devoir de le lui dire. Avant tout, la vérité et la justice. Je n'aime pas voir accuser les gens injustement. Monsieur le baron, Jean Valjean n'a point volé monsieur Madeleine, et Jean Valjean n'a point tué Javert. Voilà qui est fort, et comment cela? Pour 2 raisons. Lesquelles? Parlez. Voici la première. Il n'a pas volé monsieur Madeleine, attendu que c'est lui-même, Jean Valjean, qui est monsieur Madeleine. Que me contez-vous là? Et voici la seconde. Il n'a pas assassiné Javert, attendu que celui qui a tué Javert, c'est Javert. Que voulez-vous dire? Que Javert s'est suicidé. Prouvez, prouvez, cria Marius hors de lui. Thénardier tira de sa poche de côté une large enveloppe de papier gris qui semblait contenir des feuilles pliées de diverses grandeurs. « J'ai mon dossier, » dit-il avec calme, et il ajouta. « Monsieur le baron, dans votre intérêt, j'ai voulu connaître à fond Jean Valjean. Je dis que Jean Valjean et Madeleine, c'est le même homme, et je dis que Javert n'a eu d'autre assassin que Javert, et quand je parle, c'est que j'ai des preuves. Non des preuves manuscrites, l'écriture est suspecte, l'écriture est complaisante, mais des preuves imprimées. » Tout en parlant, Thénardier extrayait de l'enveloppe 2 numéros de journaux jaunis, fanés et fortement saturés de tabac. En effet, un numéro du Drapeau blanc du 25 juillet 1823 établissait l'identité de M. Madeleine et de Jean Valjean. L'autre, un Moniteur du 15 juin 1832, constatait le suicide de Javert, ajoutant qu'il résultait d'un rapport verbal de Javert au préfet que, fait prisonnier dans la barricade de la rue de la Chanvrerie, il avait dû la vie à la magnanimité d'un insurgé qui, le tenant sous son pistolet, au lieu de lui brûler la cervelle, avait tiré en l'air. Marius lut. Il y avait évidence, date certaine, preuve irréfragable. Jean Valjean, grandi brusquement, sortait du nuage. Marius ne put retenir un cri de joie. « Eh bien alors, ce malheureux est un admirable homme. Toute cette fortune était vraiment à lui. C'est Madeleine, la providence de tout un pays. C'est Jean Valjean, le sauveur de Javert. C'est un héros, c'est un saint. »« Ce n'est pas un saint, et ce n'est pas un héros, dit Thénardier. C'est un assassin et un voleur. » Voleur, assassin, ces mots que Marius croyait disparus et qui revenaient tombèrent sur lui comme une douche de glace. « Je dis assassinat et vol, monsieur le baron. Et je répète ce que je parle de faits actuels. Ce que j'ai à vous révéler est absolument inconnu. C'est de l'inédit. Monsieur le baron, je vais dire tout, laissant la récompense à votre générosité. Monsieur le baron, le 6 juin 1832, il y a 1 an environ, le jour de l'émeute, un homme était dans le grand égout de Paris, du côté où l'égout vient rejoindre la Seine entre le pont des Invalides et le pont d'Iéna. Cet homme, forcé de se cacher pour des raisons du reste étrangères à la politique, avait pris l'égout pour domicile et en avait une clé. C'était, je le répète, le 6 juin. Il pouvait être 8 heures du soir. L'homme entendit du bruit dans l'égout. Très surpris, il se blottit et guetta. C'était un bruit de pas. On marchait dans l'ombre.
On venait de son côté. Chose étrange, il y avait dans l'égout un autre homme que lui. La grille de sortie de l'égout n'était pas loin. Un peu de lumière qui en venait lui permit de reconnaître le nouveau venu et de voir que cet homme portait quelque chose sur son dos. Il marchait courbé. L'homme qui marchait courbé était un ancien forçat, et ce qu'il traînait sur ses épaules était un cadavre. Monsieur le baron, un égout n'est pas le champ de Mars. On y manque de tout, et même de place. Quand deux hommes sont là, il faut qu'ils se rencontrent. C'est ce qui arriva. Le domicilié et le passant furent forcés de se dire bonjour, à regret l'un et l'autre. Le passant dit au domicilié « Tu vois ce que j'ai sur le dos ? Il faut que je sorte. Tu as la clé, donne-la-moi. » Ce forçat était un homme d'une force terrible. Il n'y avait pas à refuser. Pourtant, celui qui avait la clé parlementa uniquement pour gagner du temps. Il examina ce mort, mais il ne put rien voir, sinon qu'il était jeune, bien mis, l'air d'un riche, et tout défiguré par le sang. Tout en causant, il trouva moyen de déchirer et d'arracher, par derrière, sans que l'assassin s'en aperçût, un morceau de l'habit de l'homme assassiné. Pièce à conviction, vous comprenez. Moyen de ressaisir la trace des choses et de prouver le crime au criminel. Il mit la pièce à conviction dans sa poche, après quoi il ouvrit la grille, fit sortir l'homme avec son embarras sur le dos, referma la grille et se sauva, ne voulant pas être là quand l'assassin jetterait l'assassiné à la rivière. Vous comprenez à présent. Celui qui portait le cadavre, c'est Jean Valjean. Celui qui avait la clé vous parle en ce moment. Et le morceau de l'habit. Thénardier acheva la phrase en tirant de sa poche et tenant, à la hauteur de ses yeux, pincé entre ses 2 pouces et ses 2 index, un lambeau de drap noir déchiqueté, tout couvert de taches sombres. Marius s'était levé, pâle, respirant à peine, l'œil fixé sur le morceau de drap noir, et sans prononcer une parole, sans quitter ce haillon du regard, il reculait vers le mur, et de sa main droite étendue derrière lui, cherchait en tâtonnant sur la muraille une clé qui était la serrure d'un placard près de la cheminée. Il trouva cette clé, ouvrit le placard, et y enfonça son bras sans y regarder, et sans que sa prunelle effarée se détachât du chiffon que Thénardier tenait déployé. Cependant, Thénardier continuait. « Monsieur le baron, j'ai les plus fortes raisons de croire que le jeune homme assassiné était un opulent étranger, attiré par Jean Valjean dans un piège et porteur d'une somme énorme. »« Ce jeune homme était moi, et voici l'habit !» cria Marius, et il jeta sur le parquet un vieil habit noir tout sanglant. Puis, arrachant le morceau des mains de Thénardier, il s'accroupit sur l'habit et rapprocha du pan déchiqueté le morceau déchiré. La déchirure s'adaptait exactement, et le lambeau complétait l'habit. Thénardier était pétrifié. Il pensa ceci. « Je suis épaté. » Marius se redressa, frémissant, désespéré, rayonnant. Il fouilla dans sa poche et marcha furieux vers Thénardier, lui présentant et lui appuyant presque sur le visage son poing rempli de billets de 500 francs et de 1000 francs. « Vous êtes un infâme, vous êtes un menteur, un calomniateur, un scélérat. Vous veniez accuser cet homme, vous l'avez justifié. Vous vouliez le perdre, vous n'avez réussi qu'à le glorifier. Et c'est vous qui êtes un voleur, et c'est vous qui êtes un assassin. Je vous ai vu, Thénardier, Jondrette, dans ce bouge du boulevard de l'Hôpital. J'en ai assez sur vous pour vous envoyer au bagne, et plus loin même si je voulais. Tenez, voilà 1000 francs, sacripant que vous êtes. » Et il jeta un billet de 1000 francs à Thénardier. « Ah, Jondrette, Thénardier, vil coquin, que ceci vous serve de leçon, brocanteur de secrets, marchand de mystères, fouilleur de ténèbres, misérable. Prenez ces 500 francs et sortez d'ici. Waterloo vous protège. » « Waterloo » grommela Thénardier en empochant les 500 francs avec les 1000 francs. « Oui, assassin, vous y avez sauvé la vie à un colonel. »« À un général » dit Thénardier en relevant la tête. « À un colonel » reprit Marius avec emportement. « Partez, disparaissez. Ah, monstre, voilà encore 3000 francs, prenez-les. Vous partirez dès demain pour l'Amérique. Je veillerai à votre départ, bandit, et je compterai à ce moment-là 20 000 francs. Allez vous faire pendre ailleurs. » « Monsieur le baron, » répondit Thénardier en saluant jusqu'à terre, « reconnaissance éternelle. » Et Thénardier sortit, n'y concevant rien, stupéfait et ravi de cette foudre éclatant sur sa tête en billets de banque. Dès que Thénardier fut dehors, Marius courut au jardin où Cosette se promenait encore. « Cosette, Cosette !» cria-t-il. « Viens, viens vite, partons !» Basque, un fiacre. « Cosette, viens !»
Ah mon Dieu, c'est lui qui m'avait sauvé la vie. Ne perdons pas une minute. Mets ton châle. Cosette le crut fou et obéit. En un instant, un fiacre fut devant la porte. Marius y fit monter Cosette et s'y élança. Cocher, dit-il, rue de l'Homme Armé, numéro 7. Le fiacre partit. Ah, quel bonheur, fit Cosette, rue de l'Homme Armé, je n'osais plus t'en parler. Cosette, ah, je suis un monstrueux ingrat. Cosette, après avoir été ta providence, il a été la mienne. Nous allons le ramener, le prendre avec nous. Qu'il le veuille ou non, il ne nous quittera plus. Pourvu qu'il soit chez lui, pourvu que nous le trouvions, je passerai le reste de ma vie à le vénérer. Chapitre 17. À la nuit succédera le jour. Au coup qu'il entendit frapper à sa porte, Jean Valjean se retourna. « Entrez, dit-il faiblement. La porte s'ouvrit. Cosette et Marius parurent. Cosette se précipita dans la chambre. Marius resta sur le seuil, debout, appuyé contre le montant de la porte. « Cosette !» dit Jean Valjean, et il se dressa sur sa chaise, les bras ouverts et tremblants, hagard, livide, sinistre, une joie immense dans les yeux. Cosette, suffoquée d'émotion, tomba sur la poitrine de Jean Valjean. « Père !» dit-elle. Jean Valjean, bouleversé, bégayait. « Cosette !» Et serré dans les bras de Cosette, il s'écria. « C'est toi, tu es là. Tu me pardonnes donc. » Marius, baissant les paupières pour empêcher ses larmes de couler, fit un pas et murmura entre ses lèvres et contracté convulsivement pour arrêter les sanglots. « Mon père !»« Et vous aussi, vous me pardonnez ?» dit Jean Valjean. Cosette arracha son châle et jeta son chapeau sur le lit, et, s'asseyant sur les genoux du vieillard, elle écarta ses cheveux blancs d'un mouvement adorable et lui baisa le front. Jean Valjean se laissait faire, égaré. Brusquement, tout ce qui se gonflait dans le cœur de Marius trouva une issue. Il éclata. « Cosette, entends-tu ? Il en est là. Il me demande pardon. Et sais-tu ce qu'il m'a fait, Cosette ? Il m'a sauvé la vie. Il a fait plus. Il t'a donné à moi. Et après m'avoir sauvée, après t'avoir donné à moi, Cosette, qu'a-t-il fait de lui-même ? Il s'est sacrifié. Voilà l'homme. Et à moi, l'ingrat, à moi, l'oublieux, à moi, l'impitoyable, à moi, le coupable, il me dit « Merci. » Cosette, toute ma vie passée aux pieds de cet homme, ce sera trop peu. Cette barricade, cet égout, cette fournaise, ce cloaque, il a tout traversé pour moi, pour toi, Cosette. Il m'a emporté à travers toutes les morts qu'il écartait de moi et qu'il acceptait pour lui. Tous les courages, toutes les vertus, tous les héroïsmes, toutes les saintetés, il les a. Cosette, cet homme-là, c'est l'ange. Ah, mon Dieu, quand je pense que c'est par hasard que j'ai appris tout cela. Nous vous emmenons. Vous faites partie de nous-mêmes. Vous êtes son père et le mien. Vous ne passerez pas dans cette affreuse maison un jour de plus. Ne vous figurez pas que vous serez demain ici. Demain, dit Jean Valjean, je ne serai pas ici, mais je ne serai pas chez vous. Que voulez-vous dire ? Répliqua Marius. Je vais mourir tout à l'heure. Cosette poussa un cri déchirant. Jean Valjean, presque sans cesser de regarder Cosette, considéra Marius avec sérénité. On entendit sortir de sa bouche cette parole à peine articulée. Ce n'est rien de mourir. C'est affreux de ne pas vivre. D'instant en instant, Jean Valjean déclinait. Son souffle était devenu intermittent. Un peu de râle l'entrecoupait. Toute la majesté de l'âme montait et se déployait sur son front. La lumière du monde inconnu était déjà visible dans sa prunelle. Puis il fit signe à Cosette de s'approcher, puis à Marius, et il se mit à leur parler d'une voix si faible qu'elle semblait venir de loin. « Mes enfants, voici que je ne vois plus très clair. Pensez un peu à moi. Vous êtes des êtres bénis. Je ne sais pas ce que j'ai, je vois de la lumière. Approchez encore. Je meurs heureux. Donnez-moi vos chères têtes bien-aimées, que je mette mes mains dessus. » Cosette et Marius tombèrent à genoux, éperdus, étouffés de larmes, chacun sur une des mains de Jean Valjean. Ses mains augustes ne remuaient plus. Il était renversé en arrière. La lueur des 2 chandeliers l'éclairait. Sa face blanche regardait le ciel. Il laissait Cosette et Marius couvrir ses mains de baisers. Il était mort. La nuit était sans étoiles et profondément obscure. Sans doute, dans l'ombre, quelque ange immense était debout, les ailes déployées, attendant l'âme.